J'ai une question par rapport à l'histoire minière qui est donc pas récente, puisqu'il y a 50 ans de mines en galerie à Vaux, et c'est bien toujours au même endroit, à Pirquitas, si j'ai bien compris. Et donc j'imagine que pendant tout ce temps-là, il y a déjà eu des impacts environnementaux. Alors lesquels? Parce qu'on n'en parle pas. Et puis également au niveau de ce qu'ont vécu les communautés, est-ce que ça s'est mieux passé? Vous disiez il y avait de l'embauche, bon, c'est apparemment il y avait quand même sur ce plan-là quelque chose qui donnait une certaine satisfaction, on va dire. Mais pour le reste, est-ce que vous arrivez à nous donner un petit peu les références par rapport à l'histoire qui est quand même longue déjà, Ah 5 oui, oui, ans? non, Oui. c'est clair que cette mine de Minabilita, ça a eu un impact très fort, parce que ça a employé plus de 4000 personnes pendant une certaine époque. Donc c'est vrai que ça a vraiment structuré, justement, ça a déstructuré justement l'économie andine, mais ça date de longtemps. Et quelque part, il y a eu un certain type de développement dans le sens où il y avait 4000 personnes qui travaillaient, il y avait une école, il y avait un cinéma, enfin, c'était un gros campement minier. Et il y a certaines personnes justement qui ont travaillé, qui quelque part ont réussi à quand même gagner un peu d'argent, mais dans des conditions de travail qui étaient assez terribles. Et ce qui s'est passé, c'est que quand cette mine a fermé, tous les gens ont été délogés du jour au lendemain. Pendant un an, il y en a beaucoup qui n'ont pas été payés pendant un an avant la fermeture. Donc il y a beaucoup de gens qui s'étaient impliqués dans cette mine, et à partir du moment où elle a fermé, ils ont été délogés. Enfin, ça, voilà, ça a été assez terrible. Mais ce qui est clair, c'est qu'à cette époque-là, il y a eu, par exemple, aussi, vous imaginez, quand il y a 4000 ouvriers, il y a quand même eu il y avait des mouvements syndicaux, il y avait des résistances qui s'étaient mises en place. Donc ça a été quand même une époque, comme un peu en France, enfin, voilà, dans toute économie industrielle, enfin toute époque industrielle, il s'est passé des choses. Et en fait, en Argentine, le problème, c'est qu'en fait, au moment de la dictature, tous les leaders syndicaux ont été éliminés. Donc il faut savoir que dans ces régions-là, en fait, ce qui se passe là, ce nouveau boom minier, les gens n'ont plus de conscience politique. Enfin, ils sont obligés de tout réapprendre, en fait. Donc moi, c'est vrai qu'au début, j'assiste finalement à la renaissance d'une conscience politique qui avait été finalement laminée par la dictature. Et donc, c'est vrai que là, moi, sur les 3 ans de film, petit à petit, voilà, j'ai vu comment les gens commençaient apprenaient à organiser une réunion, parce que ça a l'air bête, mais c'est vrai qu'au début, ils ne savaient pas organiser se mettre en association, organiser une réunion. Et au fil du temps, en fait, pour moi, le seul intérêt de cette mine, c'est que ça a permis aux gens de se remotiver et de récupérer une conscience politique. Voilà. Alors, concernant les pollutions des anciennes mines, c'est assez terrible ce qu'ils ont laissé. Donc, ils ont fermé, ils sont partis comme des sauvages, ils ont laissé tout tel quel. Donc, c'est vrai qu'il y a une pollution terrible, dont les gens souffrent encore actuellement. Enfin, il y a beaucoup de cancers, enfin, voilà, parce que il y a beaucoup de mercure qui traîne, il y a des phénomènes d'acidification. Enfin, c'est vrai que ce qu'ils ont légué, l'ancienne mine, c'est assez terrible. Et alors, ce qui est assez fort, c'est que cette entreprise canadienne, c'est un des arguments, justement, dans leur communication de greenwashing, justement, c'est dire, regardez comment les gens travaillaient avant, ils travaillaient comme des cochons, quoi, c'était vraiment terrible. Mais nous, on va faire propre. Non seulement on va faire propre, mais en plus, on va nettoyer ce que les autres avaient laissé sale. Donc voilà, donc ça, ils le font passer dans leur discours en disant qu'ils nettoient ce que les autres avaient laissé sale, mais s'ils nettoient, il faut quand même bien savoir que c'est parce que c'est problématique pour l'exploitation actuelle. C'est pas pour les Indiens qui vont nettoyer. Parce que là, ce qui se passe en ce moment, ils ont nettoyé, certes, enfin, ils ont décontaminé ce qui allait contaminer leur exploitation à eux. Mais par contre, là, en ce moment, la zone, c'est inhabitable. Enfin, je suis retournée récemment, il y a pratiquement 40 cm de poussière sur le pâturage. Enfin, l'eau, il y a des problèmes de contamination. Enfin voilà, et vous imaginez bien, alors il y a un des ingénieurs qui explique qu'ils ont des processus nouveaux pour faire des explosions sans poussière. Donc, la poussière là-bas, moi je sais que j'ai 2 fois la caméra, entre autres, c'est cassé à cause de la poussière. Je ne sais pas comment ils font des explosions sans poussière. Et c'est quand même un des problèmes de ces mines à ciel ouvert, c'est que ça génère si vous voulez, localement, finalement, la pollution locale, elle n'est pas énorme par rapport aux mines d'avant. Le gros problème, c'est la consommation d'eau,
parce que là, en fait, ils explosent tout et après ils reconcentrent. Donc, ça utilise des millions de litres d'eau par jour. Il faut savoir ce genre d'exploitation. Et ça génère donc des nuages en fait de fines particules avec des métaux lourds qui partent très haut dans le ciel en fait. Et donc la pollution en fait, elle est globale. Hein, et sachant que ce genre d'exploitation, il faut le multiplier sur toute la cordillère des Andes. Là, il faut le multiplier par facilement 50 et à venir. Par exemple, en Argentine, il y a 300 projets de mines à ciel ouvert potentiels, quoi. Donc, et là, actuellement, il y a des modifications du climat, il y a vraiment des réels impacts qui sont liés en fait à ces nuages, à ces microparticules qui partent très haut en altitude, en fait, voilà, mais qui modifient vraiment le climat, voilà. Merci. Je crois que j'ai vu encore une ou deux mains, ouais, là au milieu, pour Michel Heger ou Inès Compan. J'ai une question, un commentaire pour monsieur le représentant de Droits sans frontières. Ce que je trouve très intéressant votre projet, mais ce qui m'inquiète, c'est un peu les contrôles, parce que je pense que le plus grand problème de tout ce type de régulation des lois, c'est les contrôles. En Argentine, on a pas mal de lois, plus ou moins bien faites. Bon. Mais les contrôles, pour moi, les plus grands problèmes. Il y a une énorme corruption. Les gouvernements, les employés, ils sont toujours corrompus. Même si la loi existe, il n'y a pas un contrôle et c'est n'importe quoi sur le terrain. Donc, ça sera intéressant. Je n'ai pas encore lu votre projet. Alors, effectivement, c'est un très grand problème, le problème de ce qu'on appelle le monitoring, le contrôle, le suivi par rapport à différentes mesures qu'on prend. Alors, si vous voulez, c'est vrai que bon, la campagne Droits sans frontières, elle ne peut pas et elle ne va pas tout résoudre. Nous, simplement, ce qu'on essaie de mettre en place, si vous voulez, c'est que les maisons mères, donc je réexplique juste en deux mots, c'est que les maisons mères, donc les sièges de ces sociétés multinationales comme Xstrata, comme Glencore, aient une responsabilité, ce qu'elles n'ont pas actuellement, pour les activités de leurs filiales dans ces pays. Et ça, nous voulons que ça soit inscrit dans la loi. Parce que c'est très très important que ça soit inscrit dans la loi. Alors c'est vrai que ça voudrait dire, par exemple, que s'il y a des violations qui sont produites dans ces pays, ça offrirait la possibilité de pouvoir porter plainte en Suisse et de poursuivre les entreprises en Suisse. Alors je pense que simplement le fait, si on y arrive, qu'il y ait, entre guillemets, cette menace et cette possibilité qu'une plainte soit déposée en Suisse pour les activités dans ces pays, va, et c'est un des éléments très concrets qu'on a dans les propositions de modification légale, c'est d'obliger les entreprises à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ces pollutions et pour éviter ces droits humains. Après, comment concrètement tout ça se met en place sur le terrain? Alors évidemment, là, il y a toute une série actuellement de projets, notamment qui ont été développés par le Conseil des droits de l'homme avec le cadre John Ruggie, qui a été développé par l'ancien représentant spécial des Nations Unies pour les questions de droits humains et entreprises. Et là, par exemple, il y a toute une série de procédures qui sont mises en place et qui, justement, obligeraient les entreprises, ou en tout cas, c'est pas obligatoire parce que l'ONU, c'est l'ONU, donc c'est des recommandations, mais amènerait les entreprises à devoir faire des études d'impact préalables, qui devraient être évidemment rendues publiques, avoir des évaluations sur l'impact en matière de droits humains et de pollution, et à prendre toutes les mesures pour corriger. Alors c'est vrai que on est au début d'un processus, mais pour nous c'est important que ça n'en reste pas simplement à ces belles mesures, ces beaux discours de greenwashing, de responsabilité sociale des entreprises, mais que les États prennent les mesures, leur responsabilité, leur obligation même de protéger les droits humains. Et ça passe par la loi, mais évidemment, ça va être un très très dur combat politique. Mais c'est vrai que c'est quand même très compliqué, parce qu'en l'occurrence en Argentine, en novembre dernier, donc il y a James Amaya là, de l'ONU, en fait, l'observateur qui est allé sur place, justement, il s'est déplacé au sein de ces communautés,
donc pour faire appliquer justement, enfin faire un relevé de tout ce qui était non appliqué. Et donc il y a eu un rapport qui a été transmis au gouvernement argentin, je crois que c'était en janvier. Et donc tout y est, enfin tout ce qui est bafoué. Donc le gouvernement argentin a reçu la feuille, voilà. Mais malheureusement depuis, je sais qu'il ne s'est rien passé. Alors et c'est vrai qu'en Argentine, au niveau de la loi, il y a beaucoup d'actions qui sont intentées au niveau législatif. En l'occurrence, il y a aussi le procureur de Tucumán qui est un espèce de... C'est vrai qu'il joue un peu au shérif, qui a pris à bras-le-corps sa volonté de stopper les mines à ciel ouvert en Argentine. Donc c'est des batailles juridiques, vraiment, il y a toute une batterie, il y a des gens vraiment qui se battent pour faire appliquer la loi en espérant que ça fasse jurisprudence à un moment donné. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes ces batailles, elles sont très longues, elles prennent beaucoup de temps. Et comme on est dans une course de vitesse, justement, les multinationales savent très bien que même s'ils sont en tort, même si eux, pendant ce temps, ils avancent, et que quelque part, même s'ils perdent le procès, de toute façon, le temps qu'ils gagnent là, c'est du temps gagné en exploitation. Donc, et en même temps, c'est clair que on ne peut pas abandonner la voie juridique, mais c'est vrai que c'est compliqué de faire appliquer sur place des choses qui n'ont jamais été appliquées à cause de la corruption. Donc en fait, c'est vrai que le problème quand même majeur, c'est la corruption, quoi. Mais juste pour préciser, c'est clair que nous, ici, ce qu'on peut faire, c'est travailler sur les entreprises suisses en incitant le gouvernement suisse à prendre ses responsabilités par rapport aux entreprises suisses. C'est vrai que nous, on a relativement peu de leviers pour modifier ce qui se passe directement en Argentine, au niveau légal, au niveau du gouvernement. Mais je pense que ce qui est important, c'est justement de mailler toutes ces résistances, celles qui se passent en Argentine, ce qu'on peut faire en Suisse, et qu'à tous les niveaux où on peut faire quelque chose, ce soit fait, mais que tout ça commence à s'articuler. Et là, je crois que c'est comme ça qu'on peut arriver à des changements. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être, on va peut-être prendre encore une ou deux questions, s'il y a encore des velléités, même si on a déjà entendu beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe au niveau de l'Union européenne à ce sujet? Michel Heger, Inès Campan. Michel Heger. Alors au niveau de l'Union européenne, je vais peut-être juste repréciser, je parlais de John Ruggie, donc l'ancien représentant spécial des Nations Unies pour les questions de droits humains et entreprises. Il a défini un cadre qui a été, avec des principes directeurs qui ont été adoptés l'année dernière par le Conseil des droits de l'homme. Donc en principe, tous les gouvernements, tous les pays membres du Conseil des droits de l'homme, comme la Suisse et l'Union européenne, ont adopté ce cadre. Ce cadre, il dit trois choses. Il dit d'une part l'obligation des États de faire respecter, de protéger les droits humains, y compris contre les violations commises par les entreprises. Il dit ensuite la responsabilité des entreprises, et donc c'est la responsabilité, c'est plus laisser à leur bon vouloir, de respecter tous les droits humains partout dans le monde. Et troisièmement, la nécessité d'offrir l'accès à la justice pour les victimes et une réparation. Maintenant, c'est aux États de mettre en œuvre ce cadre, et c'est vrai que la Suisse, pour le moment, traîne les pieds, c'est très compliqué, c'est très difficile, mais je dirais que l'Union européenne, on voit qu'il y a, en tout cas, une volonté beaucoup plus forte de mettre en œuvre les choses. Il y a eu récemment une communication qui a demandé à tous les États membres de développer une stratégie pour mettre en œuvre cela. Il y a une nouvelle approche de la responsabilité sociale des entreprises qui dit que ce n'est plus simplement des mesures volontaires, mais un mélange de mesures volontaires et de mesures contraignantes. Donc je dirais en tout cas au niveau de l'Union européenne par rapport à la Suisse, il y a certainement une dynamique qui est beaucoup plus avancée. Voilà, s'il y a une toute dernière question, on la prend peut-être. Et je crois que voilà, juste là-devant. Bonsoir. Moi, je voulais vous demander si vous savez si les communautés, cette communauté Koya a des liens au niveau régional avec d'autres populations, notamment par exemple en Bolivie, où c'est un peu le même problème qui est en train de se passer, parce que la Bolivie a, paraît-il, les plus grandes ressources en lithium au monde. Et c'est un peu la même problématique au niveau régional qui se passe. Je voulais savoir si ces communautés s'entraident ou ont des échanges pour organiser un peu leur défense. Inès Campan. Oui, donc ça c'est quand même une note positive que je veux préciser, c'est que c'est vrai que depuis 2 ans,
l'intérêt d'Internet et de Facebook et de toutes ces choses-là, c'est que vraiment il y a une mise en réseau, mais au niveau de toute l'Amérique latine, en fait, de toutes les communautés, parce qu'en fait c'est exactement les mêmes problèmes qu'ils vivent, avec exactement les mêmes stratégies employées par les entreprises. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une intelligence collective qui se crée, et c'est vrai que quand je suis partie, moi, retourner en Argentine, c'était au moment du printemps arabe, en fait. Et c'est vrai que moi, quelque part, en fait, j'étais quand même... il y avait tout d'un coup, ces gens qui étaient finalement silencieux, qui pouvaient jamais reporter leurs paroles, là, vraiment, il y a eu une mise en réseau avec un maillage aussi qui s'est vraiment effectué avec les avocats, les instituts, les communautés locales. Au niveau des villes aussi, ça bouge un peu plus. Donc aussi du fait qu'il y a eu une multiplication de ce type de projet. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens touchés en Argentine aussi. Donc, et c'est vrai qu'en l'espace de 2 ans, il y a vraiment eu une communication maillée, qui s'est vraiment... Et ça, c'est vrai que c'est... Moi, mon espoir, il repose surtout là-dessus, dans le sens où c'est en train de monter. Je veux dire, il y a une conscience... Qui monte, la colère monte aussi, parce que les gens, et entre autres aussi par rapport au problème de l'eau, parce qu'en fait ce problème des mines, c'est aussi le problème de l'eau, et c'est en train de, c'est parti, ça part de la cordillère, mais c'est en train de petit à petit quand même d'aller dans les villes universitaires, à Buenos Aires, à un moment donné, personne ne parlait des mines à ciel ouvert, là maintenant ça... c'est vrai que ça a été aussi un thème électoral important, mais c'est vrai que c'est en train, c'est une conscience aussi écologique qui existe réellement en Argentine aussi, qui est en train de se développer. Après, et c'est vrai qu'avec la Bolivie, forcément, pour le lithium, ils sont vraiment en contact. Donc il y a pas mal aussi de rencontres qui se passent. Donc il y a toujours quelques leaders en fait qui circulent et qui sont... Parce que Internet c'est bien beau, mais il faut se rencontrer aussi. Donc, et là, il y a vraiment, il y a des rencontres où les gens... Et c'est vrai que ça, en l'espace de 2-3 ans, ça a vraiment beaucoup changé. Et c'est vrai que dès qu'il y a des violations aussi en temps réel, c'est relayé sur Internet. Alors qu'avant, moi quand j'ai filmé, par exemple, il n'y a pas un journaliste argentin qui s'est déplacé à Mina Pirquitas sur les 3 ans de tournage que j'ai fait. Les 3 ans, il n'y a pas eu un journaliste. Et c'est vrai que c'est aussi le problème de ces endroits-là, c'est qu'il y a quand même un verrouillage de la presse locale, qui est vraiment à la merci de la corruption locale. Et après, même au niveau des avocats, il y a beaucoup d'avocats qui s'engagent, et ceux qui continuent, en général, il y a des menaces à des moments donnés. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui commencent dans les jeunes avocats, qui tout feu tout flamme, et puis tout d'un coup, ils arrêtent parce qu'ils ils prennent conscience de l'ampleur de quoi est-ce qu'ils se confrontent. Et c'est vrai qu'Internet, pour ça, c'est en train de renforcer un peu une résistance qui, petit à petit... est en train de se mailler sur toute l'Amérique latine aussi. Parce qu'il y a quand même, chaque fois, il y a quand même des endroits où tout d'un coup ça marche. Il y a quand même des endroits où ils arrivent à stopper ou à retarder, donc ça stimule aussi les petits noyaux qui sont en place à droite à gauche. Voilà, merci infiniment à vous deux, Inès Campan, Michel Heger. Merci beaucoup pour le film, merci pour toutes ces explications. On a appris beaucoup de choses aussi. Et puis merci beaucoup à vous. Donc, comme je vous l'ai dit, la Cinémathèque prend congé pendant quelques mois, le temps de déménager ses collections. On n'aura pas fini de déménager au mois d'août, mais on aura fait un bon bout du travail. On vous retrouve ici même le 29 août pour cette projection exceptionnelle Charlie Chaplin City Lights et pour la reprise de notre programmation régulière. Très belle soirée à vous. Merci encore et à bientôt.